durant cette présentation, on va brosser un peu l'écosystème autour des solutions, des produits Sony, peut-être en deux parties. Une partie plutôt orientée sur la fiction, le cinéma, et une autre sur le broadcast, le corporate, disons une autre utilisation des outils de la prise de vue et notamment tout ce qui a été transformé par la crise sanitaire, où on a un peu plus tendance à rester chez soi, mais à utiliser des outils à distance qu'on appelle la remote production. Déjà, première question, est-ce que tous ceux qui ont attendu patiemment et longuement les caméras, est-ce qu'aujourd'hui ils sont servis? On en est où sur les délais de fabrication et de livraison? Alors du coup, oui, aujourd'hui, avant de revenir sur la gamme, donc la crise sanitaire a eu un impact fort sur tout ce qui a été logistique, approvisionnement en pièces détachées et aussi méthode de travail et ressources humaines au niveau planétaire. Donc nous, on n'a pas été épargnés puisque pour construire des produits comme les caméras, en fait, il y a plein d'éléments qui viennent un peu partout de la planète. Tout le monde a été impacté, quelles que soient les industries. Donc on commence à voir, comme on dit, nous, la lumière au bout du tunnel. Et on pense que, on va dire, dans le courant octobre, certainement novembre au moment du Satis, on sera revenu à une situation tout à fait presque normale. Justement, le profil aujourd'hui de vos clients, est-ce qu'il a évolué? Est-ce que la production s'équipe? On voit le développement des plateformes qui marchent très très bien en France. Est-ce que vous en sentez un impact? Premièrement, oui, il y a un gros impact de l'appel à création de contenu au niveau distribution plateforme, à tous les niveaux, la fiction, le long unitaire, le stand-up, le documentaire plutôt léché, voilà, qui est de stock. Donc on a vu vraiment j'allais dire une montée en gamme quand même, avec l'avènement de un peu la standardisation du grand capteur. Qui soit dans le format Super 35 et chez nous Sony la ligne de la direction stratégique est très sur le full frame, donc là on commence à avoir vraiment une standardisation là-dessus. Pour répondre à ta deuxième question, on voit de moins en moins de segmentation entre les utilisateurs. Ce que je veux dire, c'est que avant il y avait vraiment les caméras légères, les caméras moyennes et puis vraiment le sérieux, le haut de gamme, les caméras d'équipe, on va dire, pour la fiction, le long. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les chefs-op principalement avec qui on a des interactions, ils vont plusieurs fois par semaine changer de gamme. Donc ils ont besoin de quelquefois la légèreté, quelquefois la discrétion, sans aucun compromis sur la qualité. Quelquefois quelque chose qui est plus avec beaucoup de changements d'optique, du travail sur de l'anamorphique, un travail avec des assistants, avec de la machinerie et autres, mais ils veulent conserver un univers de color science commun, une possibilité d'avoir des rapports d'image assez propres et puis surtout une possibilité de mixer entre tout ça. Donc on s'aperçoit qu'il y a beaucoup moins on va dire je sais pas comment dire, de ségrégation entre les différentes parties, et il y a vraiment un jeu de ping-pong incessant, ce qui fait que Sony continuera dans cet esprit dit Cinema Line chez nous, à continuer à développer autour de cette plateforme full frame, que ce soit dans la partie production, docu, fiction, long métrage, mais aussi on va essayer d'étendre ça. L'adoption, la démocratisation aussi des optiques avec les montureux de chez Sony joue en votre faveur. L'avantage technique de la montureuse, c'est qu'elle elle a un flashback très court, un tirage extrêmement court, ce qui lui permet de s'adapter à beaucoup de configurations. On peut aussi, les caméras, non pas les optiques, mais les caméras qui ont une monture monter des optiques vintage très facilement. Il n'y a vraiment quasiment pas de limite là-dessus. Donc oui, la gamme monture notamment les G-Master, qui sont le haut de gamme chez nous, a grossi assez significativement. Je pense tous les 3 mois, il y a vraiment une nouvelle optique qui sort avec plus d'ouverture, plus de grand angle ou autre. Donc là, la gamme commence à être vraiment, vraiment bien. Et d'ailleurs, on le sent parce qu'avant, il y avait beaucoup de bacs d'adaptation qui étaient utilisés. Et aujourd'hui, on s'aperçoit chez nos distributeurs qu'il y a beaucoup, beaucoup moins d'utilisation des bagues. Et il y a beaucoup plus de montures natives et d'objectifs natifs qui sont utilisés. Ce que recherche aujourd'hui à la fois les directeurs de la photographie, mais je pense que le spectateur, c'est cette image avec cette faible profondeur de champ, l'effet bokeh. Toi qui connais bien les caméras, tu as suivi ça depuis de nombreuses années. Tout le monde veut ce look cinéma en gros. On pourrait faire à peu près 1 ou 2 heures sur le fameux look cinéma.
puisqu'il y a bien sûr l'effet de gestion du flou et surtout des transitions entre le net et le flou. C'est ça le plus important, parce qu'elle va être plus ou moins rapide, plus ou moins dure, plus ou moins étalée, plus ou moins soft. Donc ça, c'est clair que c'est devenu un outil grammatical qui avant était réservé à la fiction et au long métrage, et à la pub bien sûr, et maintenant il est partout. On voit même sur les smartphones. Voilà, ouais, même sur Instagram, voilà, direct, la moindre personne qui va faire une pub ou une vidéo pour expliquer quoi que ce soit, il y a un peu cet effet qui arrive. En plus, maintenant, les smartphones, ils le recréent de manière un peu aussi avec une algorithmique, un petit peu avec une intelligence artificielle. Donc oui, c'est devenu maintenant un élément de langage clé, même dans les jeux vidéo. On s'aperçoit qu'il est utilisé pas seulement dans les cinématiques, mais aussi dans le gameplay. Donc, il y a cet élément-là. Bien sûr, pour vraiment arriver à l'image immersive et l'émotion que transmet une image type cinématographie grand écran, il y a le travail de la lumière, il y a le travail du contraste, il y a le travail sur les teintes chères, et il y a le travail sur le cadrage qui combine tout ça et le mouvement. Et c'est ça, en fait, on pourrait beaucoup en parler, mais c'est ça, au final, qui constitue l'image dite cinématographique. Et on parle beaucoup moins, voire plus du tout, de l'image HFR avec une cadence élevée, alors qu'il y a quelques années, les débats avec Peter Jackson et d'autres qui tournaient des épisodes, qu'on fait des tests, ou James Cameron. Mais ça, c'est générationnel. Vitesse, ouais, mais ça, pour moi, ça va revenir. Alors, non que je l'appelle de mes voeux, parce que moi, je suis pareil, je suis comme toute cette génération qui a eu la culture de l'image à 24 ou à 25 images par seconde. C'est ça qui m'interpelle et qui me plonge dans un univers de fiction et dans cette émotion-là. Mais je pense que les jeunes générations seront beaucoup moins sensibles à ça. Et potentiellement, ce sera un outil de plus. Alors, est-ce que ça deviendra un standard ? On n'en sait rien. En tout cas, ça va être de plus en plus accessible de par l'évolution technologique. Alors qu'avant, c'était vraiment ça avait un impact beaucoup trop fort sur les volumes, les débits, les enregistrements. Aujourd'hui, ça va être un outil de plus qui sera utile. Donc, à voir. Une nouvelle façon de produire, qu'on peut appeler virtual production, studio XR. Il y a une terminologie qui reste peut-être à inventer, qui est l'utilisation donc de fonds LED à la place d'un fond vert, qui a de nombreux intérêts, à la fois pour le comédien, pour son jeu, et aussi pour l'instantanéité de l'image, qui permet moins de se déplacer et d'imaginer des décors totalement surréalistes. Vous en êtes où, vous, sur cette réflexion, sur cette technologie ? Alors, donc, du coup, Sony s'intéresse fortement à la partie production virtuelle à deux niveaux. Donc, le premier, c'est celui du mur lui-même, puisqu'on a une technologie chez Sony qui s'appelle le Crystal LED. Donc c'est pas du mur LED classique, c'est ce qu'on appelle vraiment du micro LED. Donc ça permet d'avoir un pitch extrêmement fin et d'avoir des dynamiques, des niveaux de noir quasiment éteints, donc avec une dynamique, alors je dis pas infinie, mais très très haute. Okay. Et du coup, avec ce pitch minuscule, on va pouvoir avoir beaucoup de liberté de mouvement de caméra, on va pouvoir s'approcher énormément du décor virtuel, donc de l'image qui est plaquée au fond, sans avoir les effets d'artefacts de moiré, et on va pouvoir reproduire de manière beaucoup plus naturelle par rapport à un fond vert les réflexions, les impacts du fait que l'image et la lumière autour de toi, même si c'est une image affichée, elle va avoir des micro-réflexions sur tes vêtements, sur les éléments en brillance, etc., qui va être super réaliste. Donc on s'intéresse à ça avec ce mur et cette technologie micro-LED qui a l'avantage d'être d'extrêmement bonne qualité, qui a l'inconvénient d'être extrêmement cher. Souvent ça va ensemble. Donc on va démontrer ça au salon IBC. Sur un vrai en temps réel, avec une caméra Venice qui a déjà filmé ce qu'on appelle les plates, les fonds qui ont été filmés dans diverses situations de jour et de nuit,
et à différents endroits de la planète, un peu au Japon, un peu en Europe. Et du coup, dans un univers type intérieur, on va simuler des extérieurs avec la caméra qui bouge, qui est complètement traquée. Donc on va reproduire le mouvement de la caméra avec une puissance d'intelligence artificielle en ordinateur. Donc on va démontrer ça sur le stand. Et on espère bien sûr aussi en France, au moment du Satis, pouvoir aussi montrer en réalité, en temps réel, des démonstrations autour de ça. Donc ça, c'est la partie écran, on va dire puissance technologique pure d'un fondeur comme Sony sur le design de la partie émissive. Et bien sûr, de l'autre côté, il y a la partie caméra. Donc aujourd'hui, il y a eu pas mal de tests qui ont été faits sur la combinaison entre les écrans et les caméras pour respecter au plus possible l'univers colorimétrique et donc l'espace colorimétrique. On sait aujourd'hui que la combinaison entre la Venice 2 Sony et l'écran à cristal LED, c'est une des meilleures combinaisons qui puissent exister en termes de palette et de fidélité de reproduction des couleurs. Donc bien sûr, nous on est intéressés pour de plus en plus proposer et faire que les gens testent et évaluent par eux-mêmes la qualité à la fois sur le moiré et sur la reproduction colorimétrique de la Venice en production virtuelle. Ça intéresse tous les secteurs, tous les marchés, que ce soit celui de la fiction, ça peut être aussi sur du magazine pour faire des lancements de sujets, ça peut être sur la pub énormément. La pub bien sûr, le clip qui n'est pas forcément aujourd'hui très très bien doté budgétairement, mais voilà, y a des possibilités. Et même sur de la fiction télé, où l'utilisation n'est pas aujourd'hui que pour tourner des scènes de voiture. C'est vrai que c'est majoritairement utilisé pour le moment pour remplacer la voiture travelling. C'est tellement pratique pour le ruling, comme ils disent. Mais voilà, c'est beaucoup plus que ça. Il y a toute une grammaire aussi à réapprendre. L'intérêt, si je peux me permettre aussi, c'est y a un intérêt industriel et développement pour un pays comme la France. On n'a quand même pas eu une activité et un dynamisme autour des studios sur les dernières décennies. Et là, ça permet, avec un axe technologique, un axe à valeur ajoutée, de réinvestir ce champ-là. La France est quand même un pays qui est au carrefour, au centre de l'Europe. Il y a beaucoup d'éléments extérieurs à tourner qui sont connus, reconnus, qui sont vraiment une image de marque dans le monde entier. Et donc, il y a un vrai intérêt à venir construire pour attirer des productions pour venir faire de la production virtuelle en France. La France en plus a eu deux offres, je dirais, avec le choc de modernisation porté par le CNC et le plan France 2030, où il y a vraiment des milliards d'euros qui sont consacrés aux industries techniques, et notamment pour ces studios de nouvelle génération. Puisqu'on parle aussi technologie, je crois qu'il y a une nouveauté en termes de prise de vue qui va arriver, qui est un peu la pierre qui manquait, je dirais, qui va être la réunion en fait de plusieurs technologies, à la fois une caméra robotisée et toute la technologie, le Science Color, comme tu disais, autour de cette caméra. Voilà, alors en effet, là, il y a une combinaison qui va s'opérer et donc on a la chance de pouvoir être à la croisée des chemins entre, d'un côté, les méthodologies de tournage qui deviennent très souples, très agiles, les caméras dites pan tilt zoom qui permettent donc d'être pilotées à distance dans leur axe horizontal, vertical et dans leur zoom. Si en plus on les monte sur des petits moteurs et des rails de travelling, on peut vraiment avoir une réalisation dynamique à portée de main pour l'événementiel, pour le stand-up, mais aussi dans certains cas pour de la fiction scriptée. Et donc ce qui manquait, c'était quand même de pouvoir raccorder cette image avec ce qu'on tourne sur de la FX9, de la Venice, la dynamique, l'espace colorimétrique, une grande sensibilité quand même de pouvoir avoir des fois des plateaux peu éclairés avec des lumières ténues et travaillées, mais quand même de pouvoir avoir un univers de caméra robotisée, on va pouvoir montrer, donc on montrera ça pour la première fois à IBC et très certainement au Satis, cette réunion technologique dans un nouveau produit. Sans rien, en dévoilant quand même un petit peu, ça sera un grand capteur. Oui, on reste sur la fameuse plateforme full frame, qui est chère à Sony, donc on retrouve dans ce qu'on appelle la Cinema Line. D'ailleurs, cette caméra fera partie de cette famille, qui commence à la FX3, la FX6, la FX9 et la Venice. Donc il y a vraiment une volonté d'homogénéisation et d'avoir vraiment une famille sur laquelle on peut facilement mixer et combiner les outils pour les besoins de production. Alors c'est vrai que la PTZ
au sens large, a connu un gros succès depuis une dizaine d'années. La crise sanitaire a aussi accéléré, je dirais, son utilisation, que ce soit en termes de coûts ou la possibilité justement de piloter à distance. On voit que cette crise sanitaire a modifié toutes les entreprises, hein, la manière et les méthodes de travail. On a beaucoup parlé de réunions hybrides avec des gens à distance, des gens en présentiel, des gens qui ne veulent plus revenir en présentiel d'ailleurs. On voit aussi toute la partie news qui utilise de plus en plus le cloud. Hein. On tourne, les images arrivent directement dans le cloud, peuvent commencer à être éditées, montées et diffusées. Vous, Sony, c'est vrai qu'on souvent on vous voit comme un fabricant, un constructeur, mais vous êtes aussi sur cette partie logicielle et offre autour du cloud. Est-ce que tu peux en dire un peu plus ? C'est un des gros axes. Il y a 3 grands axes, on va dire, hein, pour faire court chez Sony. Il y a de développement sur lequel on met beaucoup d'efforts en termes de recherche et développement. Il y a tout ce qui est image immersive, qualité d'image, le meilleur espace colorimétrique, la meilleure reproduction des couleurs, le plus de puissance possible pour un chef opérateur, quel que soit le niveau de production, comme on disait tout à l'heure, qu'il engage. Ensuite, le deuxième axe, c'est celui autour de l'infrastructure. Hein, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est arriver à ne plus avoir des infrastructures monolithes, tout au même endroit, mais de pouvoir distribuer cette infrastructure. Alors ça peut être distribué dans du data center, ça peut être distribué sur du cloud public, du cloud privé. Et là on en vient à la dernière partie, qui est la partie travail à distance, donc dit cloud. Donc c'est une partie qui vraiment pour le moment implique beaucoup le travail sur le soft, et souvent le SaaS, donc le software as a service. Hein, puisque Sony ne fournit pas lui-même l'infrastructure cloud, c'est plutôt derrière des plateformes comme AWS ou Microsoft Azure ou Google. Et j'ai cité les plus connus, il y a des Français aussi. Et donc, on va venir apporter une brique, une couche métier qui va être le complément de notre solution hardware. Donc, je te donne un exemple, qui aujourd'hui marche le mieux chez Sony. C'est ce qu'on appelle le portail C3P, C3P, pour caméra connected portal. Donc, c'est la possibilité pour toutes nos caméras de génération moderne d'avoir un upload automatique par petits bouts, on appelle des chunks d'images, soit en faible définition, enfin faible définition c'est quand même de la Full HD. Hein. Et aujourd'hui, comme c'est l'UHD la référence, le proxy devient la Full HD. Mais donc on peut uploader comme ça très rapidement des petits morceaux d'images à différents niveaux de qualité. Et donc un tournage comme celui qu'on est en train de faire actuellement peut immédiatement se retrouver dans une autre ville sur une plateforme cloud pour commencer à faire un montage. Ou commencer à annoter, ou imaginons un réalisateur qui serait à distance pourrait nous dire tiens, ça, insistez plus là-dessus ou revenez. Et donc on peut commencer de manière extrêmement souple. Hein, avant, il fallait de la connexion satellite dans certains cas, fallait des cartes DSNG. Maintenant, avec juste de la connexion de qualité type 4G et bientôt 5G, on va pouvoir avoir des outils de terrain qui sont directement avec une connectivité de plateforme cloud. Donc on va imaginer de la collaboration qui va pas forcément nécessiter d'avoir des équipes entières qui se déplacent, mais peut-être une partie sur place et une partie à distance. Et ça peut répondre à peut-être aussi à un objectif RSE, c'est-à-dire que on parle d'empreinte carbone, on parle d'économiser les déplacements, l'électricité, voilà, etc. On est sur un fond vert, donc on peut parler d'écologie, mais est-ce que c'est aussi peut-être une chose à prendre en compte ? De toute façon, à partir du moment où on déplace moins de matériel, moins de gens pour produire, j'imagine que c'est pas, soyons pas peut-être... ne rêvons pas en disant que c'est que de la panacée, mais quand même, il faut bien dire la réalité, il y aura moins d'équipements, moins de produits, moins de transport, moins de logistique, et donc forcément moins de consommation d'énergie, tout simplement. Justement, pour aussi trouver du personnel, vont se résoudre aussi de cette manière, si les gens peuvent rester chez eux. De toute façon, maintenant, c'est plus... Alors moi, comment on le voit dans une société comme Sony qui recrutons aussi, c'est pas... c'est plus une question qui se pose, ça. Ça, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'on se doit aujourd'hui d'avoir une proposition
sur un équilibre entre le travail en présentiel et le travail à distance, sur le moment où on se retrouve et le moment où on est autonome. Voilà, ça c'est clair que c'est des changements de méthodologie de travail, de management et de travail d'équipe, mais voilà, ça nécessite d'avoir des gens plutôt avec une attitude responsable et adulte quand même, mais ça se fait. Dernier petit mot, il ne faut pas qu'on soit non plus complètement béat devant ça. Le cloud, il y a aussi la partie data center et la partie processing, et ça c'est aussi un gros consommateur d'énergie. Ah oui, donc il y a quand même un moment, il y aura un équilibre à trouver entre qu'est-ce qui est plus intelligent en termes d'équilibre et de fonctionnalité. Voilà, donc bon, je pense qu'on a une décennie devant nous sur ça. Les data centers devront être plus vertueux et on devra nous-mêmes aussi être économes sur le numérique, ça c'est évident. Tout à fait. Et peut-être plus locaux aussi, hein. Peut-être que les data centers, il va falloir qu'ils soient peut-être moins à travers des câbles subatlantiques. Ouais. Peut-être dernière question, un peu technique aussi. Il y a quelques années, on voulait enterrer le SDI. Aujourd'hui, on parle de 12G SDI. Donc, malgré tout, ça continue. On parlait de SMPTE 2110. On voit que le NDI aussi a trouvé ses marques dans cet environnement. Toi, qu'est-ce que tu en penses et cette vision du broadcast à plusieurs étages? Oui, non, le SDI, il serait présomptueux de l'enterrer. Moi, personnellement, je ne l'enterre pas du tout. En revanche, il a sa force, il a son historique, c'est un standard qui est béton, hein, qui est connu, reconnu, qui est vraiment la plateforme d'interopérabilité sur laquelle on vit depuis les 20 dernières années et avec bonheur, hein, pour tout le monde, que ce soit constructeur, industriel, organisme de normalisation et utilisateur. Maintenant, il a ses limitations, c'est là où l'IP intervient, au niveau de la partie scalabilité, la partie flexibilité et la partie surtout, comme on disait juste avant, organisation distribuée. Hein, le SDI marche bien quand tout est en un. L'exemple typique, c'est le Bivan, hein, le car régie, qui est vraiment une centrale de production, une chaîne télé sur roue. Donc c'est vraiment l'intégration technologique la mieux qu'on puisse imaginer. Aujourd'hui, on est arrivé vraiment au must qu'on arrive à faire sur si on prend un Millennium 12 chez AMP ou autre, c'est vraiment le must du must. Mais aujourd'hui, si on veut décider de gagner en puissance, sans pour autant faire d'écart plus gros ou autre, on peut décider d'aller agréger des ressources annexes. Aujourd'hui, on peut connecter ensemble des cartes régies, mais si on a une chaîne de télé, si on a par exemple, comme c'est le cas dans des pays très régionalisés comme l'Espagne, ou tu prends la Suisse aussi, qui a différents langages ou autres avec différents endroits, ils ont besoin d'avoir différentes zones connectées entre elles. Et l'idée n'est pas de reproduire et de démultiplier tous les équipements, mais de peut-être aller rechercher des ressources à distance pour les mutualiser. Mais ça, l'IP te le permet. Donc il y a cette partie architecture distribuée qui est hyper intéressante et qui vient se complémenter par rapport au SDI. Et il y a la partie remote, donc travail à distance, pilotage à distance. Est-ce que pour le match de basket j'en sais rien, à Nîmes ou autre, est-ce qu'on n'envoie pas une équipe peut-être un peu plus réduite et puis il y a une réalisation qui se fait dans une autre partie de la région? Ça aussi, l'IP l'amène. Donc tu vois, la combinaison des deux va continuer à préexister encore pour moi pendant une bonne décennie. Je pense qu'on a fait un vaste tour de cet écosystème. Merci Fabien, merci beaucoup à toutes et tous et à bientôt.